commencer, on a pris un tout petit peu de retard. Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux à Manufactures de la Cité de vous recevoir en collaboration avec d'autres, mais c'était une initiative de Manufactures et on est très heureux d'avoir pu organiser cette conférence débat. On va y revenir sur la forme, mais l'idée c'est évidemment que les uns et les autres aient l'occasion de poser des questions. Vous dire un mot quand même de Manufactures pour celles et ceux qui ne connaissent pas, même si c'est célèbre. Manufactures de la Cité est une association à vocation politique, c'est une plateforme de gauche pour engager notamment sur les questions de territoire, notamment du territoire métropolitain, mais pas simplement, et également engagé sur les questions européennes. C'est ce qui fait le sous-titre de notre association, créée il y a un peu plus, il y a voilà, c'est ça, un peu moins d'un. Nous sommes très heureux de voir dans la salle des partenaires de Manufactures et on aura l'occasion, même si ce n'est pas le centre de notre soirée, nous aurons l'occasion autour d'un verre de prolonger les débats à la fois autour de la présentation du livre de Gilles, mais également autour de la structuration de notre association. Et donc, sentez-vous libre de nous poser aussi des questions à cette occasion autour d'un verre. Mais vous dire aussi que Manufactures est donc je vous l'ai dit, une association politique qui a vocation à se présenter à des élections et qui le fera dans quelques mois, on peut vous le dire, notamment autour des métropolitaines et municipales de 2020, mais c'est une association qui se veut être une association de réflexion. Et donc on était très attachés à organiser rapidement des soirées débats, et donc je tiens, au nom de toute l'association, à remercier chaleureusement Gilles Raveau d'avoir bien voulu se prêter au jeu de la présentation, même si c'est loin d'être la première, notamment de ce livre, qui fait une tournée mondiale. Et donc Gilles Raveau a accepté de venir pour cette soirée. Je vous dis quelques mots quand même pour présenter Gilles, quelques mots aussi pour présenter l'ouvrage. Ensuite, on fera un premier temps de questions-réponses. J'ai 4 grandes questions, grandes, je veux dire, pas par l'importance, mais 4 questions qui peuvent être parfois longues, donc il faudra me couper, mais sur le livre. Et ensuite, on ouvre le débat, parce que le but, c'est que les uns et les autres, que vous ayez lu le livre ou que vous ne l'ayez pas encore lu, puisque Gilles a son agent qui est dans la salle, qui a amené une pile de livres. Il y a un interro à la fin. Voilà, c'est ça. Que vous l'ayez lu ou que vous ne l'ayez pas lu, en tout cas, vous verrez très vite prise pour toute une série de questions. Donc Gilles est enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, formé à l'économie dans différents... Alors c'est marrant parce que les remerciements m'ont donné la matière. Formé à l'économie dans plusieurs institutions, mais notamment à Lyon 2. Je crois qu'il faut le... Mais avant tout à Lyon 2. Sans blague. Et d'ailleurs, les remerciements remercient 2 collègues de Lyon 2, dont un qui a fini sa carrière à Sciences Po Lyon. Donc ça, j'ai vu ça avec un grand intérêt. Formé aussi à l'ENS Cachan, aujourd'hui ENS Saclay. Déformé. D'accord. Et qui fait partie, alors on ne va pas rentrer dans des débats forcément académiques, mais qui fait partie quand même d'un courant de la science économique, qui est une discipline qui se transforme à vue d'œil, et pas forcément dans le bon sens, on y reviendra, mais qui fait partie justement quand même d'une famille qui est autour de l'économie politique et qui est la plus en phase avec des débats de société et qui est en phase de manière réaliste, j'ai envie de dire, même si ce terme peut être utilisé avec bien des usages. Mais donc, il y a toute une série d'hommages, finalement, dans le livre, de personnes connues, et que tu as connues, et de personnes que tu n'as pas connues, mais qui font partie de ton panthéon. Dans les personnes que tu as connues, on le sait, puisque tu as publié, c'est Bernard Maris, qui revient à plusieurs reprises. Il y a les gens que tu remercies dès l'introduction ou dès les remerciements. Et puis il y a un panthéon de grandes figures qui ne sont pas forcément connues de toutes et tous. Il y a Keynes qui revient à plusieurs reprises, mais il y a aussi un auteur que vous connaissez peut-être pas, enfin je sais pas, il n'y a pas du tout de condescendance là-dedans, mais qui est Karl Polanyi,
qui est relu dès le début finalement de l'ouvrage, et je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter. C'est aussi avec Polanyi et le lien entre le politique, l'économique et le social, une belle piste pour repenser les chantiers que la gauche doit aujourd'hui ouvrir. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, je trouve que c'était aussi là un élément intéressant de cet ouvrage. Et puis il y a des remerciements, des clins d'œil à des forces politiques, à des manières aussi de penser l'Europe. Je pense notamment, pas au clin d'œil, vraiment quasiment à une forme de filiation avec Diem 25, qui est évoquée d'une certaine manière, et on voit bien là où tu te places politiquement, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Pour le dire en 3 mots simplement, le livre ne souhaite pas céder à l'écueil d'une partie des manifestes, et c'est absolument pas un manifeste d'ailleurs, de la gauche, c'est-à-dire que ce livre dit d'emblée, propose un contrat au lecteur qui est de dire tout ce que je vais vous proposer se situe dans le cadre de la situation économique actuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause dans ces pages le libéralisme, l'ultralibéralisme, le capitalisme financier mondialisé, l'orientation de l'Union européenne, même si on va retrouver des pics tout au long de l'ouvrage, mais il y a l'idée de dire on ne remet pas ça en cause, mais on propose toute une série de recettes, parce que c'est un peu ça quand même, qui permettent finalement de changer déjà toute une série de choses tout en ne remettant pas forcément en cause ce cadre-là. Même si on le sent, tu souhaites, enfin là c'est là où il faut qu'on comprenne pour le débat, tu souhaiterais en partie le remettre en cause. Mais l'ouvrage ne souhaite pas, enfin ne rentre pas dans ce débat-là, et ça donne beaucoup d'optimisme d'une certaine manière. C'est-à-dire que même dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et on retrouve toute une série de recettes, je le dis. Je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que tu y reviendras dans tes exemples et dans ta présentation de l'ouvrage. Des recettes sur le temps de travail, pardon. Et là, on a plus que des recettes, c'est même un passage très long, enfin très long, pas du tout un mieux, mais qui reprend un débat de la gauche en partie délaissé par la gauche de gouvernement. Sur l'accroissement des salaires, là aussi on retrouve des thématiques quand même majeures de la gauche. Un passage que j'ai vraiment bien apprécié sur la taxation des héritages, et la question de l'héritage dans nos sociétés est vraiment important. La repolitisation de l'entreprise, j'en dirai un mot. Bon, et on pourrait revenir sur bien d'autres questions sur le plan, mais je vais y venir à travers une de mes questions, et j'en passe d'autres. Voilà rapidement donner le cadre de l'ouvrage. C'est un ouvrage extrêmement accessible pour toutes les personnes. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir fait des études en économie pour lire le livre, ça se lit très très facilement, et c'est une fois de plus un ouvrage, je le disais un peu en aparté, qui se dit optimiste. Ouais, enfin, un optimisme paradoxal d'une certaine manière, hein, parce que on ne sort pas forcément de ce livre complètement optimiste, mais on se dit il y a une prise pour un vrai programme, et on a l'impression que ce livre il est tendu, vers les acteurs et actrices politiques d'une certaine manière, pour qu'ils s'en emparent pour bâtir un programme, et voilà, il est livré en fait d'une certaine manière, et je trouve ça extrêmement intéressant. Ce que je vous propose de faire, c'est on commence un dialogue, mais on commence simplement et on l'ouvre toutes les personnes qui voudraient poser des questions. Et ce dialogue, je l'ai imaginé autour de 4 questions d'importance inégale, d'une certaine manière. La première qui m'est venue à la lecture, après avoir fini de lire ce livre, c'est qu'il y a un caractère, en tout cas je vois bien comment certains pourraient dire que ce livre pourrait être jugé passéiste. J'espère bien. Oui, j'espère bien. On retrouve l'esprit de 1945, on retrouve des chantiers finalement passionnants hein, de l'histoire de notre pays, et notamment dans les recettes, on ne s'y attend pas du tout, sauf si on connaît un tout petit peu la socialisation familiale, on va retrouver le plan. Et donc il est dit, en fait, il faut revenir à une forme de planification, et même, et le sous-titre aurait pu, enfin, s'il n'avait pas fallu un titre un peu punchy, ça aurait été pour
pour une politique économique, d'une certaine manière, très clairement. Et il y a le plan qui, néanmoins, me semble un tout petit peu surprenant, et ma première question, elle est toute simple, hein. Quels sont les objectifs que tu peux défendre en disant, revenons au plan, le plan qui a quand même perdu de tout son sens, même on pourrait dire, enfin, je ne veux heurter personne, mais dès les années 70, le plan prend, même dans les années 60, prend un nouvel usage. Donc, quel objectif tu défends derrière cet instrument? Et finalement, qui pourrait le mettre en œuvre? Parce que, et ça sera ma dernière question, je la dévoile déjà, la question de l'acteur politique capable de s'emparer de ton livre, je la trouve un peu trop peu creusée d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un peu le point aveugle quand même, le politique. Et là, qui serait capable de mettre en œuvre un plan? Le plan, c'est quand même l'instrument de la reconstruction et de la modernisation de notre pays dès 1945. C'est aussi l'idée qu'on peut orienter l'économie. Donc c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait mainstream. Et que surtout, ça permet de relancer à l'époque à la fois l'aéronautique, l'énergie, évidemment, etc. Donc c'est ça ma première question. Comment tu le vois? Est-ce que tu peux revenir sur ce passage qui est passionnant? Bon, alors là, tu as quand même soulevé un nombre de points. Alors, je ne suis pas bon pour la réponse courte, mais je vais essayer quand même. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la question sur le plan, aussi excellente qu'elle soit, n'est pas du tout représentative de l'ouvrage, au sens où 80% de ce que j'écris, c'est d'autres qui parlent. C'est-à-dire que là, c'est un ouvrage, il y a des centaines de références, et j'ai puisé le plus possible aux meilleures sources, c'est-à-dire aux économistes les plus reconnus à l'échelle internationale. Donc, je cite beaucoup de rapports du Fonds monétaire international, des rapports de l'OCDE, des travaux d'économistes américains, parce que l'économie est très dominée au plan mondial par ce qui se fait aux États-Unis. Et si je le fais, c'est parce qu'il y a eu, ces dernières années, un changement très important dans la pensée économique qui, pour le dire simplement, en fait, de façon empirique, a tiré les conclusions du fait que les politiques libérales qui ont été appliquées à l'échelle de la planète depuis les années 80, ce que chacun sait, n'ont pas atteint leurs objectifs. Et donc, vous avez des économistes qui sont libéraux, qui sont favorables tout à fait à la mondialisation, au libre marché, à la concurrence, qui nous disent, eh bien, ces politiques ont creusé les inégalités, ces politiques n'ont pas amené plus de croissance, ces politiques ont amené plus de dettes, elles ont amené des crises financières, et évidemment, ces politiques sont tout à fait incapables de répondre aux défis écologiques. Donc vous avez en fait une espèce de nouveau consensus qui a émergé aujourd'hui dans les meilleures universités du monde, parmi ce que j'appellerais les économistes les plus honnêtes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les données empiriques et qui ne se contentent pas de produire du discours idéologique, pour dire que ces politiques ont échoué. Donc moi, je me suis rendu compte de ça en fait par mon travail de journaliste, en travaillant pour Alternative économique, auquel évidemment il est recommandé de s'abonner, pour la modique somme de 5 € par mois, ou 7, parce que en faisant mes articles pour Alternative économique, moi je suis abonné à toutes les listes de diffusion de ces institutions, et je voyais l'OCDE, la Commission européenne me dire il faut augmenter les dépenses publiques, il faut baisser les inégalités, c'était sidérant. Et la première motivation du livre, c'est de porter à la connaissance du public ces nouvelles connaissances qui concernent tous les domaines, qui concernent le chômage, qui concernent les inégalités, la politique économique, etc. Et donc, effectivement, dans mon ouvrage, il y a aussi des propositions, dans chaque chapitre, il y a des propositions, mais 80% de chaque chapitre, c'est ce que l'on sait aujourd'hui, avec toutes les références, les chiffres, les statistiques, etc. J'ai essayé de rendre le plus digeste possible, et à chaque fois, vraiment, je donne la parole à d'autres. Évidemment, je ne choisis pas n'importe qui, mais à chaque fois, c'est des sources très solides. Alors, le plan, effectivement, j'ai hésité. J'ai hésité à utiliser ce terme de planification. Effectivement, après l'avoir fait, je me suis dit, est-ce que c'est l'inconscient familial qui a parlé pour rendre hommage au paternel qui a travaillé au commissariat au plan? Peut-être. Mais plus sérieusement, je dirais 3 choses. La première chose, c'est que, c'est un peu abstrait comme ça, mais je pense que ça peut se comprendre, la grande victoire intellectuelle des libéraux,
encore une fois, qu'on peut dater assez précisément depuis les années 80, avec le tournant de la rigueur en 1983 en France, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, avec la domination des idées de Milton Friedman dans l'université aux États-Unis et dans le monde entier, c'est d'avoir mis au cœur de la pensée l'échange, le marché. Ce qui est évidemment assez logique dans une économie qui, à ce moment-là, commence à se mondialiser. Mais toute la pensée de gauche au sens large, la pensée de Keynes et de Marx, c'est une pensée de la production. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'on produit. Et Keynes, contrairement à ce que disent tous ceux qui ne l'ont pas lu, qui finalement constituent l'immense majorité, quand vous lisez les travaux de Keynes, Keynes ne fait pas une théorie de l'État, il fait une théorie de l'entrepreneur. L'acteur majeur de l'économie chez Keynes, c'est l'entrepreneur. Et c'est uniquement lorsque les entrepreneurs sont défaillants que l'État doit intervenir par les grands travaux. Mais la pensée de gauche, c'est la pensée de la production. Parce qu'effectivement, suivant ce que vous décidez de produire, eh ben vous façonnez la société. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons perdu complètement le pouvoir de décider ce que nous produisons collectivement. Mis à part quelques-uns d'entre nous, l'immense majorité d'entre nous, ne décidons pas de ce que produit Apple, de ce que produit Microsoft, de ce que produit Amazon, etc. C'est Amazon qui décide. Et évidemment, ensuite, une fois qu'on a lâché ça, en fait, on peut que rattraper les miettes, mais on ne peut pas construire la société qu'on choisit si on n'intervient pas au niveau de la production. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'écologie. C'est-à-dire que là, on a un problème auquel moi aussi je suis confronté, et on est tous confrontés, et qui est vraiment terrifiant à l'heure actuelle, c'est que la catastrophe écologique va beaucoup trop vite. Elle va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que nos systèmes de pensée, nos systèmes d'éducation, moi quand j'ai été étudiant en sciences éco, j'ai eu aucun cours sur l'écologie. Aujourd'hui, je fais cours à mes étudiants sur l'écologie, de façon de briques et de broc, en allant chercher des idées, etc., par-ci, par-là. J'ai pas de vraie formation dans le domaine. Aujourd'hui, juste pour donner cette anecdote, on est en train de refaire le programme de cours de mon institut à Paris 8. On refait nos programmes de cours pour 5 ans, donc planification quinquennale, parce que l'université française, on aime bien procédures qui ne servent à rien et qui consomment toute l'énergie des gens. Et dans la nouvelle maquette de cours, je serai le seul à faire un seul cours sur l'écologie. C'est-à-dire que mes collègues qui ont 40 ans, sont certains plus jeunes que moi, qui sont évidemment concernés par la question écologique dans leur vie de tous les jours, restent sur leur rail, hein, tu connais ça, sont attachés à leur production scientifique. Donc, j'ai ma collègue qui va faire son cours de relations internationales, mon autre qui va faire son cours d'économie, etc. Il n'y en a aucun qui va aller sur l'écologie, parce que ce n'est pas leur domaine de recherche, parce qu'ils ne sont pas compétents, et parce qu'ils n'ont pas envie juste de lire des bouquins et d'en faire la synthèse à leurs étudiants. Et on le voit tous les jours quasiment, il y a une catastrophe écologique qui est annoncée. Un jour, c'est les insectes qui disparaissent, un jour, c'est les glaciers qui font 10 fois plus vite que prévu, un autre jour, c'est le plastique, on se retrouve dans les micro-organismes, dans les océans, etc. Ça va à une vitesse complètement dingue. Donc, ce qui va se passer, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on va se prendre des contraintes terribles dans les décennies qui viennent, qui vont nous être imposées par la nature. Et là, effectivement, ça va être très désagréable parce qu'on n'aime pas les contraintes. Moi, j'aime pas les contraintes. J'aime beaucoup aller à Boston, mais maintenant, quand je prends l'avion, je culpabilise. Donc c'est désagréable. L'écologie, c'est quand même extrêmement désagréable. Donc comme on est des gens de gauche, on peut dire, attendez, l'écologie c'est bien, la planète et tout. En fait, c'est hyper pénible l'écologie. Donc, mon idée, c'est de dire, vu que de toute façon, on va prendre des contraintes dans la tronche, autant les organiser, les domestiquer le plus possible, effectivement, par une action volontariste qu'on peut appeler planification. Et ma troisième remarque, c'est, effectivement, ce que disent un certain nombre de gens, et je pense que c'est juste, on est face à une situation qui ressemble à celle de 1945, où il faut refaire effectivement un contrat national, parce que je pense que malgré tout, c'est au niveau national, autour de l'État, qu'on a le plus aujourd'hui les moyens d'agir, qui inclut les partis politiques de droite comme de gauche, les syndicats, les associations, les collectivités territoriales, etc. Et encore une fois, je vous incite à relire le programme du Conseil national de la résistance de 1945, qui est un texte d'une beauté incroyable, où on vous dit que toutes les industries fondamentales du pays doivent revenir à la nation, etc., qui est signé par des partis de droite. Par des partis de droite. Et c'était il y a 70 ans, c'était pas il y a 500 ans. Et on a l'impression que c'est dans complètement une autre époque. Et je pense, et j'étais assez content de moi
quand il y a eu les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est exactement ça. Les gilets